Philosophie, c'est d'abord le verbe en grec philein, qui veut dire aimer ou désirer, et ça veut dire désirer au sens où on désire ce qu'on n'a pas encore. Vous voyez, donc c'est quelque chose envers quoi ou vers quoi on est tourné, mais qu'on ne possède pas. Et ce quelque chose, donc c'est la sophia, la sagesse. Sagesse, ça veut dire d'abord et avant tout le savoir pour un grec. C'est d'abord et avant tout le savoir et la vérité, justement. Donc la philosophie, dans son appellation même, nous dit on est en quête d'une vérité qu'on ne détient pas, et on va essayer de se tourner vers elle, tout en ne sachant pas ce qu'elle est. Et donc la première difficulté, c'est de savoir vers quoi on doit se tourner, étant donné qu'on ne sait pas de quoi il est question, justement. Et ça va être, en fait, l'envol philosophique antique, notamment des Grecs, c'est de questionner ce paradoxe. On va essayer de trouver quelque chose dont on ignore ce qu'il est. Salut les petits lézards et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors les petits lézards, aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait des mois, des années même qu'au Maybe Planet, nous réfléchissons à certains sujets du paranormal, des ovnis, à savoir lui il a dit ça, c'est un lanceur d'alerte, mais c'est vrai, c'est pas vrai, il s'est trompé, il est sincère, il cherche à faire du fric, voilà. Toutes ces questions se posent de façon hebdomadaire au Maybe Planet, mais en fait je me suis rendu compte qu'on gravitait autour d'un concept, mais qu'on n'a jamais, en tout cas au Maybe Planet, qu'on n'a jamais pris le temps de clairement définir. Et ce concept, qui est le concept essentiel, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Comment peut-on définir la vérité ? Alors, j'ai eu envie de revenir au sens philosophique de la vérité, parce que pour moi, les philosophes sont quand même la base de tout. Alors moi, je suis attaché à la vérité, j'aime bien le sens de vérité chez Platon, chez Descartes, chez Kant, voilà. Et très honnêtement, je ne voyais qu'une personne avec qui discuter de ce concept philosophique, c'est bien sûr Thibaut Grèce, qui nous a fait l'immense plaisir d'accepter notre invitation. Thibaut, comment allez-vous ? Et très bien, et vous, Pascal ? Ah bah là, moi, je suis ravi. Là, c'est... Alors, on enregistre, pour vous dire, les petits lézards, on enregistre cette émission samedi après-midi, donc déjà, c'est le week-end, et je commence le week-end avec un entretien sur la vérité avec Thibaut Grèce. Ça paraît difficile de faire mieux, quand même. On aurait peut-être pu le faire dans un château hanté. Voilà, ouais, là, ça aurait été ça aurait été la cerise sur le gâteau. C'est évident. Thibaut, je vais rappeler quand même que vous êtes l'auteur ou le co-auteur avec Paul Miro d'un livre, d'un essai que je trouve essentiel. Cet essai, c'est La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. Je vous le dis franchement, je pense qu'on ne peut pas se déclarer ufologue si on n'a pas lu cet essai. Voilà, je vous le dis, parce que c'est un essai énorme, essentiel. Voilà, moi c'est vraiment un livre, je lis juste rapidement sa présentation, je ne vais pas lire toute la présentation, mais ce livre c'est quoi ? Bien, peut-on introduire la question des intelligences extraterrestres en philosophie de manière rigoureuse ? Le présent ouvrage fait le pari d'une réponse positive, s'appuyant sur l'histoire de la philosophie. Il propose de démontrer la légitimité philosophique d'une telle interrogation. Voilà. Alors, vous abordez vraiment toute la philosophie. On a les pré-socratiques, on a Husserl, Bergson, Lewis, Thomas d'Aquin, Descartes, Leibniz, je le dis mal, et surtout Kant. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le passage qui m'a le plus éclaté le cerveau, ce fameux passage de la vérité avec Kant. Enfin, voilà, c'est absolument merveilleux. Et je rappelle aussi, alors, c'est pas le seul essai que vous avez écrit, mais sur la vie extraterrestre, et je rappelle aussi cette merveilleuse émission que vous avez fait avec Enthoven, le philosophe Enthoven, sur Arte. D'ailleurs, je crois que Jean-Louis Lagneau aussi a participé à cette émission, qui est encore disponible, j'ai vérifié, donc elle est encore disponible. Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est le concept, c'est une émission de philosophie d'Enthoven. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Il a des invités et puis sur une thématique déterminée, il interviewe l'invité de manière très illustrative d'ailleurs, en fonction aussi des films, de la peinture éventuellement. Et c'est à la fois très sérieux et très ludique. Donc c'est vrai que c'est un format qui est très séduisant. D'ailleurs, je pense que ça a été un tournage plutôt agréable parce que voilà, vous êtes en mouvement, voilà, c'est pas statique, il y a différents tableaux dans la présentation. Ça devait être sympa quand même, non ?
Oui, oui, c'est sympa. Alors malheureusement, on n'a pas énormément de temps pour développer des concepts parfois un peu difficiles. Ça va très Ouais, très vite. C'est un peu rapide par rapport à la densité des sujets qu'on avait à traiter. Mais le côté en effet très mise en scène, comme vous dites, on marchait beaucoup. Il pleuvait énormément ce jour-là, donc il y avait des grincements sur le plancher ouais. qui perturbaient tout. Mais c'était assez marrant. Oui, c'est une expérience que je garde Ah bah avec ouais, ouais, ouais. émotion. Puis c'est Ouais. une belle émission parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui sont dites. Enfin voilà, l'échange Mm. avec Antoven est quand même assez riche. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette émission avec Thibaut, surtout, bah, je le mettrai en lien dans la description, comme ça vous pourrez le regarder. Alors, Thibaut, bon, moi vous savez que je suis très attaché à la philosophie. À une époque, je me disais que j'étais pas un ufologue, mais un ufolosophe. Voilà, ça veut rien dire, mais en même temps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ufologie, euh, je constate, et c'est un constat, encore une fois, c'est factuel, beaucoup de croyances, beaucoup de religions, une cristallisation à un moment de la pensée, euh, mais peut-être pas assez de philosophie. Voilà, enfin, moi je pense que la philosophie, c'est se poser des questions sans avoir de réponse, et Mhm. la religion, bah, c'est avoir des réponses sans devoir se poser de questions. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme de la philosophie. Oui. Et la vérité est quand même au sens de l'ufologie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Oui, alors c'est, comme vous le dites très bien, la philosophie n'a pas du tout la prétention de détenir la vérité. Euh, Philosophie, c'est d'abord le verbe en grec philein, qui veut dire aimer ou désirer, et ça veut dire désirer au sens où on désire ce qu'on n'a pas encore. Vous voyez, donc c'est quelque chose envers quoi ou vers quoi on est tourné, mais qu'on ne possède pas. Et ce quelque chose, donc c'est la sophia, la sagesse. Sagesse, ça veut dire d'abord et avant tout le savoir. Pour un grec, c'est d'abord et avant tout le savoir et la vérité, justement. Donc la philosophie, dans son appellation même, nous dit on est en quête d'une vérité qu'on ne détient pas, et on va essayer de se tourner vers elle, tout en ne sachant pas ce qu'elle est. Et donc la première difficulté, c'est de savoir vers quoi on doit se tourner, étant donné qu'on ne sait pas de quoi il est question, justement. Et ça va être, en fait, l'envol philosophique antique, notamment des Grecs, c'est de questionner ce paradoxe. On va essayer de trouver quelque chose dont on ignore ce qu'il est. Et vous voyez, ça va avoir une résonance d'ailleurs dans les textes chrétiens par la suite, puisque saint Augustin, dans les Confessions, reformulera le paradoxe en faisant parler Dieu directement. Augustin demande à Dieu comment le trouver, et Augustin fait répondre à Dieu, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. C'est-à-dire, en fait, on ne peut se mettre en quête que de ce que l'on connaît déjà, bien que d'une certaine manière, on ne l'ait pas entre les mains, on n'en dispose pas. Donc on sait vers quoi il faut se tourner, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est tout le Bon, paradoxe de la recherche de la vérité. on en a perdu quelques-uns déjà. Les amis, vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Hein, c'est absolument passionnant. Voilà, j'adore ça, quoi. On ne recherche que ce qu'on connaît. Mais c'est Eh oui, exactement ça, quoi. sinon on ne saurait pas qu'il faut le chercher. Mais c'est vrai que ce que je reproche à certains ufologues, pardon, c'est effectivement de rechercher quelque chose dont ils ont la certitude de l'avoir déjà trouvé. Voilà, c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué de dire absolument, dès que je ne comprends pas cet extraterrestre, et d'avoir quelque part cette fainéantise intellectuelle de peut-être plus vouloir la vérité, mais de s'arrêter à quelque chose qu'ils pensaient chercher et qu'ils semblent désirer. Ça, je crains que ce soit pas que dans le milieu de l'ufologie, Oui, de aussi, pouvoir aussi, aussi. accorder à ses croyances initiales une valeur un peu supérieure à ce qu'elle vaut réellement. Donc, C'est c'est vrai. tout le principe de l'allégorie de la caverne de Platon, hein. Au fond, le prisonnier, Ouais. il est d'abord et avant tout prisonnier de sa croyance parce qu'il ne comprend pas que c'est une croyance. Il croit que c'est un savoir, il croit que c'est une évidence, et la première chose à faire pour libérer le prisonnier, c'est de lui révéler sa propre ignorance, parce qu'il est ignorant de son ignorance. Et étant ignorant de son ignorance, il faut d'abord lui faire comprendre, pardon, qu'il a des croyances injustifiées. Et c'est d'abord ça qu'il faut faire, et donc lui permettre de comprendre la différence entre une croyance et une connaissance. Tout cela, ce sont des étapes, mais qui sont très longues, hein. L'allégorie de la caverne, c'est un processus qui commence par faire prendre conscience que l'on a des croyances qui ne méritent pas le nom de connaissance. C'est ce qu'on appelle l'aporie, je crois, c'est ça, ou je me Alors trompe, l'aporie, c'est-à-dire c'est le une... fameux ce que je sais, c'est que je ne sais ouais. pas. Alors l'aporie, c'est ce qui ne mène nulle part, c'est une sorte de cul-de-sac, de voie sans issue. Le fait de savoir qu'on ne sait pas, c'est plutôt du scepticisme ou quelque chose comme ça. Hmm. Oula, Ouais. attention, je sais que c'est considéré comme un gros mot aujourd'hui, scepticisme. Oui, oui, oui. Non, je Mais pas en plaisante, non, bah voilà, philosophie, quoi. pas en C'est vrai philosophie. que Mm. en ufologie, quand on s'insulte, on dit espèce de sceptique. Ah oui, Et en général, on en vient aux mains. Alors, Thibaut, ce concept de vérité, alors, vous m'avez transmis des notes, et c'est vrai que
C'est compliqué quand même à définir. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais c'est quoi la vérité? Je suis allé un peu chercher. Moi, la définition Wikipédia, elle est pas évidente. La vérité est un concept abstrait qui se situe à la confluence pour l'homme d'une croyance en un système issu de la conscience et représentative de réalité et de l'emploi du langage correspondant à cette vérité à laquelle s'applique le symbolisme phonétique. Voilà, vous lisez ça, en fait, vous dites, je ne sais pas ce qu'est la vérité, quoi, en fait. Oui, oui. Le problème de la vérité, en tout cas en philosophie, c'est qu'elle engage à peu près tous les autres thèmes de la philosophie. Elle engage le langage, puisqu'elle se Ouais. formule, elle est énoncée, elle est dite. Donc il y a toute la question du langage et la capacité du langage à dire des choses correctes. Euh, et ensuite, ça demande qu'est-ce que veut dire correct pour un langage, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé correct. Et là apparaît la question de la réalité. En général, on a tendance à penser que c'est correct par rapport à la réalité. Ça engage aussi, en fait, à mon avis, c'est le point central autour duquel on va tourner. Ça engage la question de la confiance. Là, je me permets de faire un tout petit peu d'étymologie, mais en latin, l'adjectif verus, qu'on traduit par vrai, verus, ça veut dire vrai, ça vient d'un vieux terme indo-européen, var, qui veut dire fondamentalement une réalité dans laquelle on a confiance, à telle enseigne que ça veut peut-être même dire ami. L'ami. L'ami, c'est vraiment celui en qui j'ai une confiance totale, à qui je peux tout confier. Et donc, dans l'idée même initiale de ce qui est vrai, en fait, on a d'abord affaire à une réalité à laquelle on peut accorder sa confiance, sa foi. C'est exactement ce qui se passe en hébreu. En hébreu, émet, la racine émet, c'est une réalité qui est solide et à laquelle on accorde sa confiance et sa foi. Vous voyez? Donc, le problème de la vérité, c'est que vous avez le langage, la réalité, la confiance, plus en effet la conscience, puisqu'il faut que la conscience se représente ce qu'elle dit et que de surcroît, elle développe une certaine confiance à l'endroit de la validité de ce qu'elle dit. C'est Donc, en horrible. effet, c'est C'est une horrible. notion qui est extrêmement complexe. En fait, on se rend compte que en cherchant la vérité, mais la vérité pour ce qu'elle est, on rentre dans un processus mais sans fin et Oui. absolument épuisant quelque part. Alors, c'est un processus qui n'a pas de fin, c'est un processus qui, en fait, est l'œuvre même de la philosophie depuis le début. Et si la philosophie avait trouvé une réponse, elle se serait arrêtée. Le jour où on trouvera la définition de la vérité de manière parfaitement satisfaisante, la philosophie n'aura plus de raison d'être, elle sera achevée. Donc c'est un processus qui est très long et qui de surcroît évolue, non pas en fonction des découvertes scientifiques, mais plutôt en fonction de ce que l'on comprend du langage, Mmh. de ce que l'on comprend de la conscience, de ce que l'on comprend également de ce que pourraient être les relations entre la conscience et la réalité, et également des raisons d'accorder sa confiance à la réalité. Parce que tout cela, en fait, évolue au gré du temps, et ça fait évoluer ce qu'on entend par vérité. Alors, pour la petite histoire, il est pas encore là, hein, mais on est samedi. Lundi, je vais me faire tatouer un nouveau tatouage et j'ai choisi le cogito ergo sum pour dire voilà, parce que là, j'avais le ordo ab cao et je me suis dit, il me faut le cogito ergo sum. Voilà, comme ça, au moins, j'ai mes penses bêtes. Quand je suis perdu, je me regarde les bras et c'est un peu comme la liste des courses. C'est vrai qu'il y a Descartes et ce fameux cogito ergo sum qu'on a peut-être mal traduit d'ailleurs en je pense donc je suis, c'est peut-être plus je suis, j'existe. Descartes qui vraiment essaye de décortiquer pour arriver à la quintessence et dire bah, la seule chose sur laquelle je peux vraiment m'appuyer en termes de vérité, c'est que je pense. Donc si je pense, je dois avoir une existence. C'est un petit peu ça. Alors oui, c'est un petit peu ça, Un petit peu. c'est l'argument qu'il développe en tout cas dans le discours de la méthode. Ce qui est fascinant chez Descartes, c'est que au fond, c'est quelqu'un qui passe sa vie à dire je ne sais pas très bien comment il faudrait définir la vérité. Il va jusqu'à dire dans certains textes, dans une lettre en 1639, qu'on ne peut pas définir la vérité. Mais c'est en même temps quelqu'un qui voit que dans la définition habituelle de la vérité, il y a un énorme problème de critères. Alors, si j'ai un petit peu de temps, je peux expliquer ce point-là, parce que c'est Ah un bah point, à avec mon avis, plaisir, oui, oui, oui. crucial. Euh, Disons, pour simplifier, très souvent, la vérité, on considère que c'est un discours, un énoncé relevant de la langue, qui prétend être conforme à la réalité. Donc, c'est l'idée d'une conformité entre ce que l'on dit et ce qui est. En gros, c'est ça qu'on appelle la vérité. Et Descartes, fondamentalement, ne remet pas en cause cette approche-là, il la conserve à peu de choses près. En revanche, le critère, c'est ce qui permet de savoir si on a raison de penser qu'un discours est conforme à la réalité. C'est la marque qui me permet de savoir ce qu'il en est de cette conformité. Et Descartes nous dit qu'il y a un énorme problème au niveau du critère de la vérité, parce que comment sait-on qu'un discours est conforme à la réalité, à moins de déjà connaître la réalité? C'est-à-dire, il faut déjà que je dispose de la vérité pour savoir si ce que je dis est la vérité.
Et donc, ça crée un cercle ou une régression sans fin qui crée un problème au niveau de l'identification ou du critère de la présence de la vérité. Et c'est là-dessus qu'il va travailler en disant il faut abandonner l'idée selon laquelle c'est par rapport à la réalité qu'on doit établir des critères de la vérité. C'est pas par rapport à elle que les critères s'établissent. C'est par rapport à l'esprit. Et c'est C'est pour ça, horrible. C'est horrible. et c'est pour ça que vous avez chez Descartes, c'est une expression très célèbre, l'idée de clarté et de distinction. Comme il est impossible, sans erreur logique, de trouver un critère d'adéquation à la réalité, on peut en trouver un en revanche par rapport à mon propre esprit. C'est-à-dire que quand je pense quelque chose, je peux vérifier moi-même si cette pensée m'apparaît de manière claire, si le sens, par exemple, de la pensée m'apparaît avec grande clarté, et s'il y a une grande distinction, c'est-à-dire en gros si j'arrive à identifier les propriétés de ce que je pense. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple très simple, imaginez que quelqu'un dans le domaine de la politique manipule les concepts de république et de démocratie. Est-ce que véritablement l'individu qui manipule ces concepts-là est capable de les définir, donc d'en donner un certain sens précis, et puis aussi de les distinguer, c'est-à-dire de savoir quelles sont les propriétés de l'une, quelles sont les propriétés de l'autre, et pourquoi l'une n'est pas la même chose que l'autre. Eh bien, Descartes vous dit tout ça sont des critères internes en réalité. Ce sont des critères où le sens m'apparaît clairement et où par ailleurs les propriétés sont tellement distinctes qu'elles me permettent de distinguer les éléments les uns des autres. Et dans ce cas-là, si c'est distinct, je ne confonds pas la République et la démocratie. Oui. Et les amis, je crois que je vais mettre un petit warning en début d'émission quand même en disant attention, attention, émission qui peut faire mal à la tête. Alors, après Thibaut, il y a bon, j'aimerais juste qu'on aborde parce que le discours de Platon est vraiment intéressant par rapport au langage. Le langage doit dire la vérité. Et ce combat, concrètement, qu'il a mené contre les sophistes, puisque pour lui, ce sont les sophistes qui ont tué son maître à penser, Socrate, et cette notion de roi philosophe. Moi, dans les écrits de Platon, il y a toujours quelque chose qui m'a étonné quand même, parce que Platon était très attaché à ce que le langage décrive la vérité, mais il dit quand même à un moment, dans la République, que seuls les rois philosophes ont le droit de ne pas dire la vérité quand c'est pour le bien-être du peuple. Ça, c'est quand même étonnant, j'ai trouvé de la part de Platon. Oui, alors là aussi c'est assez... je restitue un petit peu l'enjeu général du propos. Disons, Platon n'est pas du tout un démocrate. Platon n'est C'est pas un clair. démocrate, mais il a des arguments, c'est pas une thèse gratuite. Ce n'est pas un démocrate parce qu'il considère que tous les hommes n'ont pas le même amour pour la vérité. Il y en a qui ont un amour véritable pour la vérité, d'autres qui simulent cet amour-là, d'autres qui n'en ont strictement rien à faire, pour aller très vite. Et la vérité, qui doit être donc l'objet d'un désir, au fond c'est ça la philosophie, c'est apprendre à faire de la vérité l'objet unique et exclusif de son désir, ne va concerner finalement que quelques très rares individus qu'il considère comme dotés d'un naturel philosophe. Et donc, comme ces individus ne désirent que la vérité, ils ne désirent pas la gloire, ils ne désirent pas l'argent, ils ne désirent pas la reconnaissance sociale, ni quoi que ce soit. Donc, si on leur confie le pouvoir, compte tenu de la qualité de leur désir, ils ne devraient pas exercer le pouvoir par amour du pouvoir. Ils ne devraient pas exercer le pouvoir par amour de l'argent, de la gloire, de la renommée, de la postérité, etc. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il confie aux philosophes le soin de la cité, c'est-à-dire à des individus qui naturellement sont portés vers la vérité. Après, vous avez raison, il y a des passages dans la République, donc qui est l'un des deux très grands livres de Platon, où il considère que le philosophe roi doit être amené à mentir face au peuple, parce que le peuple n'aimant pas la vérité n'a pas envie de l'entendre, et que par conséquent, il ne sert à rien de lui dire la vérité. Si vous voulez, chez Platon, il y a un renoncement, il y a une forme de pessimisme concernant la nature humaine. La plupart des hommes n'aiment pas la vérité, la plupart des hommes ont mis à mort Socrate, la plupart des hommes n'ont pas envie d'entendre ce que de toute façon ils ne peuvent pas entendre, donc il ne sert à rien du point de vue de la qualité de la cité, de la qualité de la vie politique, de dire des choses que les hommes ne veulent pas entendre. Donc il y a toute une théorie, non pas du mensonge bon, mais du mensonge inéluctable au regard de la nature humaine. Et le philosophe roi l'ayant compris, il est amené à mentir en certaines circonstances. Maintenant, soyons clairs, philosophe roi et politique tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pas les mêmes, hein, quand même. Non, non, bien sûr que non. On va Mais dire que les Platon, politiques oui, sont plutôt sophistes, hein, au sens de les Platon. philosophes n'apparaissent pas à toutes les périodes pour Platon. Ce sont des cycles, et il y a des périodes entières durant lesquelles il n'y a pas de naturel philosophe, et par conséquent, la cité est condamnée à devenir, à se dégrader, c'est-à-dire en termes platoniciens, à devenir démocratique.
tel cas. Alors, on rappelle que les sophistes, ce sont les ancêtres de ce qu'on appelle les spin doctors, hein. Alors, on va dire ça comme Ah, un ça, petit hein, peu, c'est oui, un petit un peu, petit oui, peu oui. Les quand même, hein, sophistes, voilà. les sophistes sont des gens très intéressants parce que ce sont les tout premiers à avoir monnayé leur savoir. C'est-à-dire, vous savez, il y a un très, très vieil adage dans la Grèce antique qui consiste à dire que quand vous avez une idée et que vous la confiez à quelqu'un, vous ne la perdez pas. Au contraire, vous en étendez la, la destination. Plusieurs humains la possèdent, mais quand vous donnez une idée, vous ne perdez pas votre idée. Donc vous n'avez pas à être dédommagé, puisque vous ne perdez rien quand vous transmettez une connaissance ou une idée. Par conséquent, la plupart des maîtres, des penseurs, des philosophes ne faisaient pas payer leur savoir, puisqu'ils ne le perdaient pas en le donnant. Et les sophistes ont transformé tout cela en éléments qui pouvaient se monnayer, qui pouvaient être payés, être rémunérés, parce que ça devenait une technique, en réalité, de manipulation du discours. Ça devenait une manière d'apprendre à manipuler l'auditeur en jouant sur des émotions, en jouant sur les ambiguïtés de la langue, c'est-à-dire en mettant la langue au service d'autre chose que la vérité. Et chez Platon, vous avez une très nette distinction entre le fait de séduire quelqu'un par la parole et d'apprendre les techniques de séduction de la parole et d'utiliser la parole pour essayer en effet de dire des choses vraies. Vous voyez. Et vous avez là deux usages totalement différents de la langue, et les sophistes vont malheureusement être du côté de la manipulation par la langue. Moi, je trouve les écrits de Platon enfin, d'une modernité, Ah oui, vraiment, bien hein, sûr, que ce soit la absolument. grotte de Platon qui ne vieillit pas et quand on lit ses écrits sur les sophistes, sur le langage, c'est absolument fou. Donc, les amis, n'hésitez pas, il y a des très bons livres qui, alors j'aime pas le terme, mais enfin c'est ça, qui vulgarise quand même la pensée de Platon, et allez-y, vous allez obligatoirement vous régaler. Juste avant qu'on attaque, juste une dernière chose, un dernier Mmh. philosophe qui a un rapport à la vérité qui est encore plus extrême que Platon pour moi, c'est Kant, Emmanuel Kant. Lui dit: «Il ne faut jamais mentir». Il y a sa fameuse correspondance, je crois que c'est avec Constant, ou je suis plus sûr Oui, oui, c'est du ça. nom, Oui, oui, où oui. où il fait toute cette démonstration où même si vous pensez devoir protéger un ami, voilà, il y a des gens qui veulent tuer un ami, l'ami se réfugie chez vous, Mmh. les les assassins arrivent chez vous, et ben il faut leur dire: «Bah, là, il est dans le placard, là, il est là, il faut pas mentir». Absolument, Parce oui, que parce que c'est une question de dignité humaine, et plus précisément encore de dignité de l'individu que vous avez en face de vous. Alors, l'argument de Kant est assez difficile à comprendre, mais en gros, ce que veut dire Kant, c'est que ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est d'abord et avant tout le fait d'être un être raisonnable. C'est le fait de disposer d'une raison. Et donc, tout ce qui ne relève pas de la raison, tout ce qui, par exemple, va être lié à notre identité particulière, à nos caractéristiques particulières, n'a aucune dignité particulière. Je n'ai aucune raison d'être fier de ce que je suis individuellement. Je suis ce que je suis, point barre. Mais en revanche, avoir une raison, c'est extrêmement digne parce que ça me permet de m'élever au-delà de moi-même. La raison, il faut bien comprendre ça chez Kant, et chez beaucoup de philosophes du reste, c'est le moyen qui permet de ne pas être englué en moi-même, mais de m'élever à toute la communauté des êtres qui disposent d'une raison qui est la même que la mienne et qui permettent de comprendre, de nous comprendre mutuellement. La raison, c'est un outil vraiment d'élévation à l'universel et d'arrachement au particulier. Donc, au fond, dans l'exemple que vous citez, l'individu qui vient se réfugier chez moi, si je considère que je dois mentir pour le sauver, au lieu de le traiter comme un être raisonnable qui aime la vérité, la raison veut la vérité, je le traite comme une victime. Je le traite à partir d'un statut particulier qui est infiniment moins digne que l'être raisonnable qui est en lui. Idem, les gens qui veulent le tuer, donc les assassins potentiels, si je mens pour éviter qu'ils ne le tuent, je traite ces assassins en assassins et non pas en êtres raisonnables. C'est-à-dire, je ne vois en eux que leur statut à nouveau. Je ne vois pas en eux des êtres dépositaires de la raison. Donc l'argument de Kant consiste à dire, si je veux être moral, je dois traiter autrui comme un être raisonnable et non pas comme son statut particulier semble l'indiquer. Personne, du point de vue de la morale, n'est une victime, un bourreau ou des choses de ce genre-là. Personne n'est un homme, une femme, personne ne vit en 2024, etc., etc. Donc c'est ça l'argument fondamental de Kant, qui évidemment aux yeux de Benjamin Constant paraît un peu inhumain. Chez Benjamin Constant, il faut prendre en compte les circonstances, il faut prendre en compte la particularité, et il faut prendre en compte les différences de particularité entre les gens. Mais ils ne sont pas, si j'ose dire, au même niveau de réflexion. Benjamin Constant, il essaye de penser une morale humaine, voire humaniste.
Kant essaye de penser une morale pour des êtres raisonnables à partir d'une détermination stricte de ce qui fait la dignité d'un être, qu'il soit humain ou pas. Eh bien, ce qui fait la dignité d'un être, c'est la possibilité de s'élever au-delà de lui-même. Euh, si on fait abstraction de la raison, nous sommes enfermés en nous-mêmes et nous n'avons aucun moyen de nous élever au-delà de nous-mêmes. Donc c'est une réflexion, à mon avis, très déroutante que Kant propose, mais qui est plus puissante que celle de Constant. Parce que finalement, Oui. Considérer que ce que nous sommes, c'est suffisant, du point de vue philosophique, c'est très douteux. La raison, c'est vraiment l'échelle qui permet d'aller au-delà de nous-mêmes. Alors, on parle souvent de transhumanisme, mais quand on parle du transhumanisme de Kant, on ne parle pas Oui, de l'homme-machine, l'homme-robot. non, On non, parle justement de cet être raisonnable qui est c'est ça. entre l'être transcendantal et l'animal et qui essaie justement par la philosophie de s'arracher à son statut d'animal et d'aller vers. Mais très honnêtement, les amis, si vous voulez approfondir le sujet, vraiment lisez la philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. Ce passage de la philosophie de Kant, enfin, je vous le dis, Thibaut, pour moi, c'est une des choses les plus intelligentes et les plus intéressantes que j'ai jamais lues. Donc, c'est vrai que, non, Merci. mais réellement, et je l'ai lu pas mal de fois, ce passage-là, parce qu'il est absolument fabuleux. Euh, Moi, voilà, c'est un petit peu les recherches que j'ai fait sur la vérité, mais Thibaut, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quels ont été est-ce que les philosophes sont d'accord entre eux sur la vérité? Est-ce qu'il y a eu différents mouvements de pensée par rapport à ce qu'est la vérité en philosophie? Oui, alors là, vous abordez une question très, très Vaste. ample, très vaste. Euh, Disons, globalement, vous avez une première grosse question qui est de localiser la vérité. Est-ce que la vérité est dans les choses elles-mêmes? Par exemple, quand on dit c'est de l'or véritable, c'est vraiment de l'or, c'est de l'or vrai. Ou quand on dit c'est un véritable ami. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de vérité interne de la chose qui permet de dire que c'est vraiment de l'or ou que c'est vraiment un ami. Vous voyez. Donc dans ce cas-là, la vérité est dans les choses. Et d'autres auteurs vous diront non, 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 la vérité est dans le langage. La vérité est dans la prétention du langage à dire quelque chose de conforme à la réalité. Et c'est tout à fait autre comme approche, puisque dans ce cas-là, c'est le développement du langage via des énoncés qui est porteur de la vérité. D'autres vous diront, comme le langage est l'expression de l'esprit, en fin de compte, ça revient à dire que la vérité est dans l'esprit. La vérité appartient à l'esprit et elle s'extériorise, si l'on peut dire, quand l'esprit parle, quand le langage extériorise la pensée. Mais la vérité est une propriété de la pensée et de l'esprit avant que d'être une propriété du langage. Et puis vous avez des philosophes qui vont tenter de dire que la vérité est partout. C'est-à-dire, elle est à la fois, d'une certaine manière, dans les choses, en même temps dans la pensée et en même temps dans le langage. Donc, déjà, la localisation de la vérité est un débat considérable. Euh, et pour le coup qui n'est pas résolu, hein. C'est-à-dire c'est toujours quelque chose dont on peut débattre de manière sereine, mais animée, Sereine-nous pas. sur chacune des options possibles. Ça, c'est à mon avis le premier grand débat. Le deuxième grand débat, qui à mon avis est peut-être plus Donc, intéressant le encore, premier grand débat, oui, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est oui, la localisation quelque part de la vérité. Est-ce oui, que c'est dans le c'est ça, langage, l'esprit, la chose exactement. Ouais, d'accord. Parce que vous avez, en fait, dans le langage quotidien, on a une tendance à employer vérité en deux sens très différents. On a tendance à dire en gros c'est vrai au sujet de ce que l'on dit. La vérité semble caractériser le langage et donc un énoncé. Et ça, on peut employer aussi c'est vrai pour qualifier une chose elle-même. Vous voyez, et indépendamment du langage qu'on a tenu sur cette chose-là, comme si les choses avaient une vérité interne ou une vérité intrinsèque. Et cette hésitation, qui est en fait une hésitation sur laquelle la philosophie a longuement réfléchi, euh, détermine deux grandes visions de la vérité en philosophie. Et vous avez des philosophes, par exemple Thomas d'Aquin ou Hegel, qui essayent de dire que les deux visions ont raison, que ce sont deux points de vue complémentaires sur une même question, et non pas deux points de vue qui s'opposent. Vous voyez? Oui, parce que la vérité peut avoir plusieurs prismes quelque part comme un C'est ça, diamant, plusieurs portes plusieurs facettes. d'entrée, plusieurs perspectives, exactement. Euh, et vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple très psychologique, si j'ose dire, euh, parfois des gens prétendent parler de manière sincère. Oui, Qu'est-ce que c'est que la sincérité? oui. On peut considérer que la sincérité, c'est la vérité de la personne. C'est la manière dont la personne se montre en vérité. C'est pas forcément dans le langage, c'est vraiment la vérité de la personne elle-même. Eh bien, là, on est dans une vérité qui n'engage pas le langage. On part du principe qu'il y a une espèce de vérité interne qui se montre dans la sincérité.
Vous voyez, la sincérité, littéralement, ça veut dire qu'il n'y a pas de cire. Pour les lettres qui étaient Ouais. cachetées avec de la cire, ben, la sincérité, c'est sine cera, c'est-à-dire il n'y a pas de cire qui cachette la lettre. Typiquement, Donc, Thibaut, et là on ouais. touche du doigt la Hum. sincérité du témoin et qui va donner sa vérité. Oui, Et sans oui, mensonge et sans chercher à trafiquer sa pensée, mais pour autant c'est la sienne. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. J'entends souvent les témoins sont sincères, mais hum. on entend que pour eux ils ne mentent pas. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'ils disent la vérité, ils disent leur vérité en fait. C'est un peu ça le sens des philosophes. La Alors, vérité globale est la sienne peut-être, c'est ça? Ou il y a là, alors, je pense que dans le cas des témoins de phénomènes ovni, ou la question d'expériences est paranormales très... d'ailleurs, hein, Oui, oui, absolument. Elle est très, très compliquée. Parce que, comme vous le dites très justement, la sincérité des témoins peut parfaitement être parfaite, elle peut être crédible. N'empêche, on est quand même obligé, c'est le premier acte, si j'ose dire, de l'analyse, d'accorder une confiance. C'est-à-dire, on voit réapparaître la question de la confiance. Dès que ouais, vous avez un témoignage, eh bien, vous devez lui accorder une certaine confiance et on retrouve là ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la confiance qui est central dans la vérité. Rappelez-vous la racine hébraïque, émet, c'est ce qui est fiable et auquel j'accorde ma confiance. Werus, ça vient de vera, c'est l'objet solide auquel j'accorde ma confiance. Donc c'est le premier moment de la vérité. Maintenant, le deuxième élément dans le problème que pose le témoin, c'est qu'il peut être sincère et qu'il peut décrire sincèrement ce qu'il a vécu, mais évidemment, là on retrouve ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le rapport entre ce qu'il a vécu et la réalité. Parce qu'en fait, il est sincère au sujet de ce qu'il a vécu. Mais nous, ce que nous aimerions, c'est que ce qu'il a vécu soit strictement identique à la réalité. C'est-à-dire la manière dont il s'est représenté la chose doit être identique à la réalité. Donc c'est toujours le problème de l'adéquation, ici, entre une pensée ou une série de pensées qui ont été vécues et la réalité comme telle. Et on retombe dans le problème de la conformité ou de l'adéquation entre la pensée et la réalité. Alors, est-ce qu'on peut faire ce saut? On retombe dans le problème cartésien, dans le problème de Descartes. Il faut déjà et connaître la réalité pour être sûr que ce qui a été pensé ou dit soit conforme à la réalité. Vous voyez? c'est tout à fait ça et c'est pour ça que, c'est toujours plus intéressant d'avoir le témoignage d'un pilote d'avion, par exemple, ou de quelqu'un qui a travaillé dans certains milieux. On va se dire: «OK, il a quand même normalement un câblage, qui fait qu'il peut, peut-être plus faci sa vérité peut être plus facilement la réalité des choses», mais pour autant, il peut aussi, s'être trompé ou même faire preuve de sophisme en disant: «Moi, c'est ce que j'ai vu, donc ça ne peut être que vrai». Alors la question aussi, c'est qu'est-ce que veut dire ici se tromper? Est-ce Ouais, qu'il se trompe par rapport à ce qu'il a vécu ou est-ce qu'il se trompe par rapport à la réalité? ouais, C'est pas exactement la même chose. c'est pas Si la on même lui chose. fait crédit de sa sincérité, il ne se trompe pas du tout par rapport à ce qu'il a vécu. À la rigueur, il se trompe en pensant que ce qu'il a vécu décrit correctement la réalité qui a eu lieu. Vous voyez, pour prendre un cas très concret, dans les récits dans lesquels certains disent être passés à travers des murs, moi je pense que dans la plupart des cas, les témoins sont sincères et qu'ils ont réellement vécu la sensation exacte de passer à travers un mur, qu'ils ont Mmh. vu ce passage, qu'ils l'ont peut-être même ressenti. Après, pourquoi est-ce que ce qui est ressenti serait identique à la réalité, c'est-à-dire à un passage réel à travers la matière? Là, il y a quelque chose qui se questionne et qui devient plus difficile à croire. Mais moi, je suis absolument convaincu que la plupart des témoins ont réellement vécu cela et que du point de vue de leur représentation, pour la plupart d'entre eux, c'est extrêmement fiable. Là, je vous rejoins, hein, Thibaut, encore une fois, hein, je pense que les gens qui décrivent ou même ce week-end, on était à Arles, on a, interviewé d'ailleurs, on va l'interviewer, quelqu'un qui nous dit avoir vécu une expérience de mort imminente, qui nous décrit tout le process et c'est vrai que Mmh. vous avez la personne à côté de vous, là, c'est pas un bouquin, vous le voyez, vous l'entendez parler, vous sentez l'émotion, vous voyez l'œil et vous vous dites: «Oui, cette personne, heu a vécu ça. Enfin voilà, c'est ce qu'elle a vécu. Pour autant, est-ce que c'est la réalité? Parce que au final, la réalité et la vérité, c'est une question de rapport peut-être à la réalité. Il y a une notion quand même de rapport dans tout ça. Il y a, d'abord et avant tout une question de rapport entre la représentation et la Mmh. réalité. En fait, c'est la très grande question moderne depuis Descartes, en gros. C'est-à-dire le fait est que quand Descartes dit «je pense», il veut pas dire «j'ai des pensées intellectuelles». Il veut d'abord dire «je suis un être qui a une conscience et tout ce qui se passe par rapport à la réalité passe par ma conscience».
J'ai conscience d'un certain nombre de choses, et en règle générale, pour simplifier, on peut dire qu'on va appeler représentation tout ce dont on a conscience. Vous voyez? Mais en fait, c'est vraiment une idée qui est très forte, parce que ça revient à dire qu'un être humain n'est pas en rapport avec le réel. Il est en rapport avec la conscience qu'il a du réel. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Autrement dit, il y a un intermédiaire entre le réel et moi, et cet intermédiaire, c'est la conscience, c'est ce que Descartes appelle la pensée. Et si la pensée, c'est-à-dire la conscience, possède des propriétés qui ne concernent au fond que la conscience, c'est-à-dire si ce sont des propriétés de l'esprit à travers lesquelles on perçoit la réalité, eh bien ça veut dire que ma représentation de la réalité va dépendre des propriétés de l'esprit, peut-être plus encore que de la réalité elle-même. Vous voyez, ce que je perçois de la réalité dépend d'abord et avant tout de la structure de mon esprit. Je vous donne un exemple très simple. C'est un exemple cartésien, du reste. Nous percevons la réalité en 3 dimensions. Ouais. Notre perception est tridimensionnelle. Descartes est quelqu'un qui nous dit, ça ne prouve pas que la réalité comme telle soit en 3 dimensions. Ça prouve que mon esprit, avant toute chose, m'amène à avoir des représentations conscientes du monde en 3 dimensions. C'est-à-dire, la 3 dimensions, ça parle d'abord de l'esprit. Ça parle d'abord de l'esprit, ça parle d'abord de la manière dont l'esprit est structuré, de la manière dont il m'amène à me représenter le monde, et ça ne parle pas de la réalité directement. Ça peut en parler, de la réalité. Il est possible que la réalité soit en 3 dimensions, vous voyez, mais ça parle d'abord de l'esprit. Et au fond, toute la philosophie de la représentation nous dit, ne soyons pas dupes du fait qu'au motif que nos représentations aient tel ou tel aspect, qu'elles parlent vraiment de la réalité telle qu'elle est. Et pour revenir aux phénomènes paranormaux ou aux phénomènes ufologiques, une des choses, à mon avis, qui est vraiment féconde et qu'il faudrait travailler de très près, c'est la possibilité qu'un phénomène paranormal soit d'abord et avant tout une perturbation des propriétés de la représentation. Ouais. Non, mais on est bien d'accord. C'est quelque chose comme ça, parce que tous les phénomènes, par exemple, de dimension, de dimensionnalité de l'espace, on a l'impression, dans beaucoup de témoignages, que l'espace n'est pas le même. On a l'impression que le temps n'est pas le même. Aussi. Et si on part du principe que le temps et l'espace sont des propriétés de l'esprit, c'est la thèse de Kant. Kant part de ça. Le temps et l'espace ne sont que des propriétés de l'esprit. Mais une modification du temps et de l'espace, c'est pas un phénomène qui est bizarre du point de vue de la réalité. C'est un phénomène qui est anormal par rapport à l'habitude de l'esprit. C'est très différent. Donc si on peut agir sur la manière dont fonctionne l'esprit, il est évident que le temps et l'espace pourraient être modifiés, parce que ce sont des éléments de la représentation. Bon, là, on est en train de complètement inverser la matérialité et l'esprit, à dire mais c'est l'esprit qui, enfin quelque part, c'est l'esprit qui prévaut sur la matérialité et pas l'inverse, quoi. C'est-à-dire en fait la manière dont la matière nous apparaît. Je ne nie pas la matière. Hein. Je dis simplement la manière dont la matière nous apparaît dans la représentation est tributaire des propriétés de l'esprit. Les propriétés de l'esprit sont d'abord des propriétés qui amènent à se représenter les choses d'une certaine manière, et en particulier les choses matérielles. Donc si on agit sur l'esprit, il est possible que la représentation de la matière évolue. Et à l'inverse, l'esprit a besoin du corps pour pouvoir se faire une idée de sa réalité. On parlait tout à l'heure d'une dimension, de 3 dimensions, mais si nos yeux étaient sur les côtés et pas où ils sont, on aurait une vision totalement différente de la réalité. Voilà, donc les deux se nourrissent quand même un petit peu. Oui, alors absolument. On peut. Alors là, c'est un débat encore plus compliqué. C'est le débat du rapport entre l'esprit et le corps. Savoir si l'esprit est autre chose que le corps. En clair, est-ce que l'esprit est une réalité d'un autre ordre que la matière, ou est-ce que ça n'est qu'un cerveau, au fond, de même ordre que la matière? Et de surcroît, là vous parliez de la position des yeux, est-ce que la manière dont le corps physique est configuré répond à un besoin de l'esprit? Parce que finalement, peut-être que ça n'est pas complètement contingent qu'on ait les yeux ainsi configurés, peut-être que ça répond à une certaine exigence de l'esprit, ou est-ce que c'est finalement une configuration aléatoire qui aurait pu être autre? Donc là, ça engage des questions qui vont bien au-delà de la vérité et qui vont interroger les rapports du corps et de l'esprit. Oui, parce qu'on se dit, on est comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut être, mais peut-être que c'est la forme de vie la plus adéquate qui a fait qu'on est encore là aujourd'hui, et voilà. Hein, donc c'est peut-être un pur hasard. Ça, c'est une explication matérielle. Voilà. C'est une explication totalement matérielle. Le hasard qui fait que, comme ça match, vous avez survécu sous cette forme. Il y a d'autres formes qui ont existé, mais elles ne marchaient pas, donc elles n'ont pas survécu. C'est
c'est assez déstabilisant, je dirais, comme pensée. C'est évident. Mais regardez d'autres cas de figure aussi, quand on dit mais c'est l'esprit qui compte. Par exemple, j'ai l'exemple d'une maman qui a vu son enfant se faire écraser par une voiture, enfin rester sous une voiture, et qui aurait réussi à soulever la voiture pour sortir son enfant, ou des gens qui se blessent, qui s'arrachent un bras ou autre, et qui continuent à marcher comme s'il ne leur était rien arrivé, parce que l'esprit a un objectif tellement important qu'il en oublie le corps. Donc quelque part, on pourrait se dire mais c'est vraiment l'esprit qui pilote le corps quelque part. Enfin, Oui, alors, c'est troublant. absolument. Mais là, je pense que pour le coup, ce sont des questions, comment vous dire, qui nous emmènent très loin de la vérité. Ouais, voilà, Ce sont des questions qui nous emmènent dans le fonctionnement et matériel et peut-être non matériel d'un être humain. Et là, on quitte un tout petit peu la question un de débat. Voilà. Mais Thibaut, à quel moment, qu'est-ce qu'on peut prendre comme critère pour la vérité? À quel moment on peut dire je détiens la vérité ou il détient la vérité, on peut l'écouter? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut définir la vérité quelque part? Donc on en revient évidemment à la question des critères. Je pense que premièrement, la question de la démonstration qu'on n'a pas encore évoquée, alors, voilà, évoquons-la. C'est vrai que Absolument. j'ai tendance à partir dans tous les sens. Je suis désolé, Thibaut, mais c'est tellement passionnant. Je vous en prie. La démonstration, ça a été un élément qui a été très rapidement établi, notamment par Aristote, pour essayer de prouver qu'un énoncé méritait le qualificatif de vrai. C'est-à-dire, si j'arrive à apporter de manière déductive, la plupart du temps, un certain nombre d'éléments qui prouvent que ce que je dis est vrai, eh bien, c'est l'élément le plus solide sur lequel on peut construire la vérité d'un discours. Mais là, il y a un problème assez énorme dans le problème de la démonstration. C'est qu'au fond, on a besoin de démonstration à partir du moment où la vérité qui a été dite ne s'impose pas d'elle-même. Je veux dire par là, la démonstration, on en a besoin si l'interlocuteur ne voit pas l'évidence de la vérité qui vient d'être dite. Donc c'est déjà une béquille. C'est déjà quelque chose, si vous voulez, qui compense un manque d'évidence. Une vérité qui serait vraiment la vérité et qui aurait son évidence propre n'aurait sans doute pas besoin de démonstration. Elle s'imposerait d'elle-même, du fait même de sa force. Si j'ai besoin de vous démontrer quelque chose, c'est que l'évidence de ce que je dois vous démontrer n'est pas si grande que ça. Vous voyez? Alors, là, évidemment, quand on parle de démonstration, on parle plutôt de vérité géométrique ou de vérité logique ou de vérité abstraite. Quand on a affaire à des phénomènes concrets, à des phénomènes qui sont en gros des faits, qu'on peut découper dans l'espace et dans le temps, d'une part, à mon avis, il vaut mieux parler de preuve que de démonstration. La démonstration, à mon avis, il vaudrait mieux la réserver vraiment pour des démonstrations rationnelles en logique ou en mathématiques. Et par ailleurs, le problème de la preuve, donc de ce qui va tenter de prouver un fait tel qu'il a été observé, c'est que la preuve, elle va faire intervenir des choses que la démonstration ne fait pas intervenir. Elle fait intervenir le temps, elle fait intervenir l'espace. Quand vous faites une démonstration de mathématiques, vous n'avez pas besoin du temps, vous n'avez pas besoin d'un lieu. Vous voyez, tandis que dans la preuve apparaissent ces notions-là. Et la grande question que je me pose, c'est quand on parle du temps et de l'espace, est-ce qu'on parle vraiment de choses qui appartiennent à la réalité du monde? Vous voyez? Et donc la preuve elle-même d'un fait risque en réalité d'être complètement tributaire de la manière dont fonctionne l'esprit et de pas forcément parler de la réalité comme telle dont il est question. Donc la preuve est toujours, malheureusement, sujette à caution sur son contenu. Elle dépend beaucoup de la manière dont fonctionne l'esprit, dans la manière même d'isoler quelque chose. Quand on a besoin d'un fait, en fait, on l'isole. Mais pourquoi est-ce qu'on l'isole du reste de la réalité? Pourquoi découper cette partie du réel à laquelle on s'intéresse? Pourquoi la découper selon ses critères d'espace, de temps, de déplacement? Tout ça, évidemment, c'est une décision de l'esprit. Ça me fait penser au film Contact, au livre de Carl Sagan, lorsque le prêtre demande à Hathaway de lui prouver qu'elle aimait son père. Prouve-moi que tu l'aimais. Oui. Quelle preuve, voilà. Pourtant, elle l'aime, mais elle ne peut pas le prouver. Voilà, c'est un vrai paradoxe, cette histoire de preuve, quand même. Ouais. Absolument. Oui. On continue. Il y a quand même une différence entre la vérité et l'exactitude. C'est un petit peu ce qu'on abordait, en fait, entre l'exactitude qui
plus mathématique, géométrique et la vérité qui va intégrer beaucoup plus de choses en fait. Alors oui, alors ça c'est une question qui a été soulevée encore une fois à partir en gros Descartes et du XVIIe siècle, pour aller très vite, le moment qu'on appelle cartésien et galiléen, donc lié à Descartes et Galilée, c'est que, disons, la base de la science moderne, fondée par Descartes et Galilée, c'est un renoncement. C'est le fait de renoncer à comprendre véritablement ce que c'est que la réalité, à comprendre le caractère profond du réel. Et qu'est-ce qu'on essaye de comprendre si c'est pas la réalité comme telle? Eh bien, on essaye de faire des mesures, c'est-à-dire on essaye de voir comment un certain nombre d'éléments pourraient recevoir une précision, une très grande précision lorsqu'on en parle. Et la manière d'être précis quand on parle de quelque chose, c'est de pouvoir lui accorder une grandeur mathématique, une mesure. Donc la révolution moderne, c'est de dire ce qu'est la réalité comme telle, je ne peux pas vous le dire. Mais, en revanche, ce qu'elle montre en matière de grandeur, ça, je peux le mesurer. Je peux mesurer un mouvement, je peux mesurer une intensité, je peux mesurer une distance, et ainsi de suite. Par conséquent, l'exactitude, ça n'est pas la découverte de la réalité profonde des choses, l'exactitude, c'est la mesure précise. C'est la mesure précise qui permet soit d'infirmer, soit de laisser intact un certain nombre de prédictions concernant ce que la nature devrait être. Et de ce point de vue-là, ça a été très 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 rapidement critiqué, mais ça revient à dire que la science moderne s'intéresse au réel uniquement du point de vue de la quantité, uniquement La du point de vue de la matérialité quelque mesure. part. Ouais, voilà, ouais. Bah, à peine, parce qu'en fait, la science moderne, jusqu'à un certain point, ne parle de la matière que sous l'angle de la quantité qu'elle va y trouver. Et quantité qui va, encore une fois, concerner un mouvement, une rotation, des choses de cet ordre-là. Mais ce que c'est réellement, ce qu'on appelait au début de notre entretien la vérité de la chose, la vérité interne, cela est un petit peu abandonné. Pas par tout le monde, mais disons par les grands mouvements de la science actuelle. C'est intéressant parce que je vais loin en disant ça, hein, mais ça voudrait dire que la science n'est que partielle et que ça expliquerait qu'effectivement certains domaines sont complètement abandonnés par la science. Voilà, tout ce qui est ressenti, voilà, tout ce qui n'est pas mesurable en fait est sorti par la science parce que c'est en dehors de son champ. Je parlais de l'amour tout à l'heure, mais la science ne peut pas me rendre amoureux. Voilà, enfin, c'est des choses passionnantes et ça. Voilà, on peut comprendre certaines choses aujourd'hui et quelque part un certain antagonisme parfois de certaines personnes par rapport à la science qui passent à côté de certaines choses pour eux. Oui, alors les arguments sur lesquels sont fondées ces révolutions modernes sont très bons par ailleurs. Le fait de dire qu'il faut réserver la science au domaine de la mesure, c'est fondé sur l'idée que la mesure a une double qualité. La première, c'est qu'elle met tout le monde d'accord. Elle a une dimension objective qui peut être reproduite de surcroît. Et par ailleurs, la mesure, c'est très clair, c'est-à-dire elle peut très bien définir ce qui est mesuré. Elle peut définir ce que c'est qu'une longueur, elle peut définir ce qu'est une rotation, un mouvement, un déplacement, etc. Et donc ça permet d'éliminer du discours tout un tas de concepts ou de notions dont personne ne comprend ce qu'ils veulent dire. Vous voyez, je vous donne un exemple, à mon avis, caractéristique. Pendant très longtemps, on a employé la notion de substance. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une substance exactement? Qui peut vraiment dire qu'il a compris ce qu'était une substance? C'est une notion horriblement ambiguë. De la même manière, quand vous avez chez Aristote 4 sens différents de la notion de cause, il y a 4 types de causes différents chez Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait 4 formes de causes différentes, 4 types d'effets qui semblent en résulter qui ne sont pas du même ordre? C'est extrêmement obscur. Si vous dites, moi je vous propose causalement de prédire un résultat mesurable dans tel ou tel phénomène, vous voyez? Donc l'effet que je vais pouvoir mesurer, j'en prédis le contenu quant à la quantité. Bon, bah là c'est très clair, tout le monde comprend de quoi on parle. Et donc tout le monde peut s'accorder, ça permet d'avoir une communauté de savants qui comprennent mutuellement de quoi ils parlent. Et ça permet d'avoir une science adulte, vous voyez, et pas chacun dans son coin, avec son vocabulaire personnel, dont personne ne comprend ce qu'il veut dire. Et de ce point de vue-là, de mon point de vue en tout cas, la science a fait un progrès gigantesque à cette époque. D'accord.
parce qu'elle a clarifié ce dont elle parlait, elle a rendu objectives les mesures qu'elle faisait, et elle les a transmises avec tout un système, il ne faut jamais l'oublier, dès le XVIIe siècle, un système de correspondance, de lettres, où on transmettait les résultats des mesures dans toute l'Europe, et tout le monde pouvait être au courant très rapidement de ce qui se passait d'un pays à l'autre. Donc ça permet quand même de savoir de quoi on parle. Ah oui, attention, hein, quand je disais ça, c'est absolument pas une critique de la science. Ah oui, j'entends bien. Mais ça peut sous-entendre, disons qu'on peut l'entendre comme est-ce que la science ne manque-t-elle pas un petit peu d'âme? Voilà, c'était plus dans ce sens-là hein, que je. Absolument. Mais c'est absolument pas une critique de la science, bien entendu. Hein. Oui, j'entends bien. Mais bon, disons, ça veut simplement dire que la science, contrairement à ce qu'on dit, est beaucoup plus modeste qu'on ne le croit, puisque la science perd la prétention de dire le fond du réel. Elle perd cette prétention-là. En tout cas, au XVIIe, c'est très conscient. Il est possible que par la suite, la conscience de cet abandon ait été un peu perdue, qu'on ait un peu oublié cette modestie initiale. Mais il y a une forme de prétention chez certains positivistes parfois. Ouais. Mais sinon, non, c'est plutôt un acte de modestie. Et en effet, ça veut dire que la science, renonçant à dire quel est le fond de la réalité, passe la main à d'autres formes de discours. Oui, elle s'auto-destitue un peu. Elle s'auto-destitue, elle dit ça ne relève pas de ma compétence. Ouais. Ça, c'est un domaine passionnant, je trouve. Je voulais aussi d'aborder le problème qui est important. Encore une fois, on parlait de la bonne foi du témoin. L'erreur et le mensonge sont deux choses totalement différentes. On est bien d'accord, quoi. Ah oui, oui, parce que le paradoxe du mensonge, c'est que pour mentir efficacement, il faut connaître la vérité. Le seul moyen de bien mentir, c'est de savoir ce qui est vrai, et donc de faire exprès de dire le contraire ou autre chose que ce qui est vrai. Tandis que dans l'erreur, l'erreur c'est une errance, donc j'erre par rapport à la connaissance de la vérité. A priori, je ne la détiens pas. Donc le bon menteur, c'est quelqu'un qui sait ce qui est vrai, mais qui va s'en éloigner. Celui qui se trompe, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est vrai. Donc ce sont deux démarches profondément différentes par rapport à la vérité. Et parfois, on peut accuser de mensonge quelqu'un qui est simplement dans l'erreur. Alors là, on touche du doigt la désinformation, les fameux désinformateurs. Alors c'est marrant parce qu'hier soir, il y avait une émission de télévision sur TF1, une espèce de jeu où malgré tout, il y avait une espèce de désinformateur dans l'équipe. Enfin voilà, c'était et c'est vrai qu'on touche du doigt ces désinformateurs américains qui connaissent la vérité de certains programmes et qui vont lancer des fausses pistes justement aux enquêteurs pour les envoyer sur des choses un peu plus farfelues parfois. Je pense par exemple à Richard Doty qui publiquement a dit qu'il s'était bien moqué de pas mal d'ufologues. Donc eux ont la vérité, mais ils vont mentir. Que certains, par contre, n'ont pas la vérité, mais vont être convaincus de ce qu'ils annoncent par rapport sur par exemple, qu'on leur a dit que les militaires avaient récupéré des soucoupes, des corps, des choses comme ça. Là, on est sur deux notions bien différentes quand même. Absolument. Mais on en revient à ce que vous disiez avec Platon et la République. Après tout, quelqu'un qui détient la vérité peut mentir en estimant que le public n'est pas mûr pour connaître telle ou telle vérité ou ne s'intéresse pas à la vérité. Quand vous avez en fait développé un intérêt pour la question ufologique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais qui ont tout à voir avec vos craintes personnelles, avec vos angoisses, un vécu, etc., mais qui ne sont pas liées à un amour profond de la vérité, il est évident que vous allez croire ce qui correspond à vous allez croire ce qui correspond à vos préjugés. Mais je rajoute un point qui est, à mon avis, très fin, qu'on trouve chez Descartes. Descartes a toujours considéré que la vérité impliquait la volonté. Pourquoi ? Parce que quand quelque chose nous apparaît avec clarté et distinction, quand nous avons des pensées qui nous apparaissent clairement, dont nous comprenons le sens, les propriétés, il faut encore que la volonté intervienne pour affirmer que ce que je pense clairement correspond bien à la réalité. Il faut un acte d'affirmation, et l'acte d'affirmation, c'est la volonté. Affirmer et nier, c'est en gros l'œuvre de la volonté. Et là où Descartes est très intéressant, c'est qu'il nous dit, au fond, quand quelqu'un se trompe, je ne parle pas d'un mensonge, mais quand quelqu'un se trompe, ce qui est coupable dans cette affaire, c'est la volonté. Parce que la volonté affirme quelque chose, alors même que ce qui est conçu par l'intelligence n'est pas clair ou n'est pas suffisamment distinct, manque de sens ou manque de propriété bien établie.
Voyez? Donc au fond, ce que Descartes nous dit, c'est qu'une erreur, c'est une précipitation de la volonté. Je me précipite pour affirmer que ce que je ne conçois pourtant pas clairement ou distinctement est vrai. Donc Il y c'est a toujours l'ego la peut-être au volonté milieu. qui est coupable. Pardon? Il y a peut-être aussi l'ego au milieu qui vient justement affirmer en disant: «Je suis pas allé au bout, mais je vais quand même l'affirmer parce que je veux m'affirmer quelque part». Alors ça, on peut rajouter en effet, notamment du point de vue philosophique, l'amour-propre. L'amour-propre qui, au fond, n'aime pas la vérité, mais aime l'idée d'avoir Bien sûr, raison. Ce qui voilà, n'est pas c'est très pareil. différent. L'idée d'avoir raison, c'est-à-dire l'idée que c'est moi qui annonce la chose qui va être crue, qui va faire l'objet d'une croyance de la part des autres. Ouais, L'amour-propre a besoin de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime la vérité. On a envie d'avoir raison, ce qui n'est pas pareil. ce qui est très différent et les amis, regardez plusieurs fois cette émission et calquez-la par rapport à certains profils que vous pouvez voir dans les recherches, enfin partout, hein, mais en paranormal, en ufologie, quand des faits deviennent évidents et que certaines personnes affirment mais non, j'ai raison, font des tours par rapport à ce qu'ils ont pu annoncer sur la vérité ou autre. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est de dire je n'accepte pas de me tromper, mon ego est tel que je ne peux pas avoir tort ou en tout cas je veux pas l'admettre, quoi, au détriment Oui, de la vérité quelque part. bien sûr, bien sûr. Mais c'est la volonté qui est coupable ici. C'est pas un Ouais. défaut d'intelligence, c'est la volonté qui veut affirmer alors que l'intelligence ne présente pas les marques suffisantes de ce qui est clair et distinct au sens de Descartes. Ouais, c'est vrai que c'est absolument abyssal et comme vous le disiez, mais là on se rend compte dans cette émission, la vérité est une espèce de base avec une arborescence mais sans fin en fait. Ah oui, absolument. Et alors, on n'a pas parlé de ça, mais peut-être qu'on peut en parler parce que Aimé Michel en parlait beaucoup Ah bah, et alors Eric oui, Zurcher on va rappeler connaissait. peut-être qui est Aimé Michel parce qu'effectivement, vous voulez en dire quelques mots pour le présenter parce que c'est vrai que c'est un personnage essentiel dans cette recherche. Oui, alors c'était quelqu'un qu'on peut qualifier de philosophe, qui Ah parlait oui, beaucoup de philosophie, qui a conçu la notion de mystérieux objets célestes, ce qu'on appelle les MOC, les qui a beaucoup mocs. travaillé, qui a beaucoup travaillé sur l'ufologie, qui a beaucoup travaillé aussi sur un certain type de phénomènes paranormaux, sur la métanoïa aussi, qui en a fait le titre d'un livre. Juste te rappeler Thibaut, Euh, Aimé et- Michel, on est déjà en 1950. Hein. Je veux dire, il est oui, c'est ça. vraiment, Mais après la Seconde voilà, Guerre mondiale, voilà, hein. absolument, Lui, il est au tout début du truc, hein, vraiment. Hein, c'est un des absolument, premiers Français qui se pose la question du phénomène qui semble apparaître aux États-Unis. Hein. absolument. Et donc il parlait beaucoup de ce que les Grecs appelaient l'aletheia, L apostrophe aletheia. Et souvent, il disait dans ses écrits, moi je ne l'ai pas connu bien sûr personnellement, mais il disait souvent que les phénomènes ufologiques relevaient de la vérité au sens de l'aletheia. Et peut-être que des lecteurs d'Aimé Michel n'ont pas une connaissance précise de ce qu'est l'aletheia. L'aletheia, c'est souvent un mot qui est grec, qu'on traduit en français par vérité. Mais ce qui est fascinant dans le concept d'aletheia pour les Grecs, c'est que littéralement, ça veut dire ce qui se dévoile. La déesse qui y correspond, donc qui s'appelle Aletheia, c'est une déesse qui est voilée et dont les récits racontent comment elle enlève progressivement son voile. Donc comment elle se dévoile, c'est-à-dire elle se découvre. On garde en français exactement les mêmes Ouais. jeux de mots. Hein. Hum, hum, hum. Quelqu'un qui se découvre, découvre, et donc par la même occasion, l'observateur découvre la vérité. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'approche de l'Aletheia, c'est que c'est la vérité elle-même qui a l'initiative de se montrer. C'est pas nous, avec notre esprit, qui allons vers la réalité pour essayer, au fond, de la connaître. C'est pas nous Mhm. qui essayons d'enlever le voile. C'est la vérité elle-même qui se dévoile et qui dévoile bien ce qu'elle a envie de dévoiler. Mhm. Vous voyez. Et ça, c'est un concept qu'on retrouve chez les tout premiers penseurs grecs, Ouais. avec cette idée que la vérité, c'est un proverbe de Démocrite, qui est un contemporain de Platon, la vérité est au fond d'un puits. C'est-à-dire, en fait, on ne la Ah, voit pas. fameux Nec Mergitur. Elle est au fond d'un puits, et de temps à autre, elle sort. C'est-à-dire, elle vient se montrer, et puis elle y retourne. Mais c'est elle qui fait la démarche de sortir. Mais c'est elle qui fait la démarche de sortir, c'est elle qui fait la démarche de venir se montrer. Et au fond, il y a toute une approche de la... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la vérité, mais en tout cas de l'idée d'un dévoilement du fond des choses, mais qui aurait pour initiative le fond des choses lui-même. C'est le fond des choses qui vient à se montrer, qui se dévoile, et c'est ça que la Letéia essaye de dire. Tandis que là, dans tout ce qu'on a dit, c'est un peu le contraire. C'est nous, humains, qui essayons d'aller Hum. vers le réel et qui essayons de nous accorder avec ce réel
pour essayer d'en dire des choses correctes, et la science aidant, de dire des choses correctes via la précision de la mesure. Vous voyez? Mais là, c'est une démarche qui vient de nous. Si c'est l'aletheia qui prime, ça vient pas de nous. Quelque chose se montre à nous, et puis se montre à son gré, pas à notre gré. Et nous Mais sommes des témoins éberlués de cela. c'est abyssal ce que vous dites. Oui. Alors, on va rappeler quand même que dans la grotte de Platon, celui qui sort de la grotte, il ne le sort pas de son propre fait, puisqu'on lui tape sur l'épaule. Et on lui Ah mais dit, oui, c'est voilà, ça, il ne veut attention, pas hein, voilà. sortir. Il ne Voilà, peut c'est pas. pas lui qui décide de ne plus regarder le mur et de sortir. On lui tape Mmh. sur l'épaule et on lui dit regarde derrière toi. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce concept. Mais c'est abyssal parce que ça voudrait dire que nos efforts pour aller chercher la vérité seraient presque systématiquement voués à l'échec parce que nous ne sommes pas concrètement câblés suffisamment pour aller la chercher, mais que par contre, nous ne pourrions comprendre la vérité que si elle sort du puits, que si elle se découvre et que si elle décide quelque part de se dévoiler. Quelque part, c'est un petit peu, comment dire, humiliant presque de dire, mais de toute façon, on peut faire les efforts qu'on fait, si elle ne vient pas, on ne pourra pas découvrir grand-chose quand même. C'est exactement ça. L'initiative n'est pas à nous, l'initiative est à elle. Et c'est au fond à la réalité, si j'ose dire, c'est à la liberté de la réalité de venir se montrer ou pas. Et elle se montre de la manière dont elle l'entend, pas de la manière dont nous l'entendons. Ouais. Donc c'est très intéressant parce que, comme vous le dites, c'est abyssal, puisque toute la science, notamment des procédés expérimentaux, consiste à forcer la réalité à nous livrer ses secrets, au moins du point de vue de la mesure. C'est l'anti-aletheia par excellence. C'est vraiment nous qui, comme disait très bien Kant, qui mettons la nature à la question, au sens où elle est torturée. On la torture en disant tu vas parler, Ouais. tu vas parler, tu vas parler. Ouais. Non, l'aletheia, elle se découvre d'elle-même, elle vient à nous, et rien ne dit que nous comprenons ce qu'elle montre, d'ailleurs. Et Parce que nous ne voyons que des éléments partiels. les philosophes se sont posé la question sur cette aletheia, pourquoi elle se découvrirait à nous? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ferait que, ou à nous, quand on dit à nous, ou à une personne en particulier, ces fameux gens qui disent j'ai été contacté, j'ai été enlevé, on m'a transmis des vérités. Aujourd'hui, des néo-prophètes, il y en a plein les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que les philosophes se sont posé la question qui ferait que une personne, à la différence d'autres, serait illuminée quelque part par cette aletheia? Alors oui, la question de la lumière est centrale. Qui détient la lumière pour voir ce qu'il y a à voir? Si on revient à la question du puits, la vérité est au fond du puits. Alors évidemment, on peut dire, on sait que la vérité est au fond du puits parce qu'elle en est sortie et qu'elle est venue se montrer. Mais il y a un autre moyen de savoir qu'elle est au fond du puits, c'est de se pencher par-dessus le puits. C'est de C'est risque regarder et péril. par-dessus. C'est C'est risque et risque et c'est péril. péril. Mais dans ce cas-là, la démarche n'est pas exactement la même. C'est moi qui vais vers le puits, mais qui regarde au fond. Mmh. Et donc l'initiative, là, elle vient de moi. Et c'est moi qui vois au fond une vérité que je vois très mal, qui est dans l'obscurité, mais je vois qu'il y a quand même une vérité au fond du puits. Et dans ce cas-là, la question qui est posée, en effet, c'est à qui revient-il la lourde tâche d'avoir affaire à l'aletheia? Platon, au fond, y répond, puisqu'il nous dit, c'est au naturel philosophe, naturellement porté vers la vérité, d'essayer de se tourner vers elle. Donc l'initiative revient quand même au naturel philosophe. C'est à lui de subir l'initiation pour aller vers la vérité. D'autres, par exemple, c'est le cas de tous les penseurs modernes depuis Descartes, vous disent la lumière qui permet de voir la vérité, c'est la lumière interne de l'esprit, c'est la lumière de la raison. Et cette lumière interne de la raison permet de voir mes propres pensées. En fait, ma raison éclaire ma propre pensée. Et Une me pensée qui est permet claire et de... distincte, elle est éclairée par ma propre raison. C'est ce qu'ils appellent à l'époque la lumière naturelle. Et dans ce cas-là, tout le monde en est doté. Tout le monde est doté de sa lumière naturelle. Tout le monde est doté d'une certaine raison par laquelle il peut éclairer ses propres pensées. Mais pour répondre peut-être plus radicalement à votre question, là, je pense que quelqu'un a répondu sans aucune hésitation à votre question. C'est Heidegger au XXe siècle. Heidegger, qui est un philosophe allemand. Et Heidegger a dit, au fond, la philosophie est fondée sur le renoncement au sens initial de l'aletheia. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a de la philosophie, on renonce à l'idée selon laquelle c'est à la vérité de venir se montrer elle-même, et on substitue à cela le fait que c'est nous qui allons entamer la démarche. Vous voyez, que c'est nous qui allons tenter de faire les choses, quel que soit ce nous, hein, que ce soit un naturel philosophe, que ce soit le savant, que ce soit l'homme rationnel, et ainsi de suite.
Mais Heidegger nous dit le sens initial de l'aletheia est toujours perdu en philosophie. La philosophie, au fond, est une déchéance. C'est ce que j'allais La dire, la philosophie est une philosophie déchéance. Eh oui, est contre ouais. nature alors, quelque part. Pas contre nature, mais elle est, en tout cas, elle est fondée sur l'oubli du sens véritable de cette vérité qui se dévoile par elle-même et non pas selon notre intention. Et quelle que soit la définition qu'on donnera de la vérité. Oui, c'est troublant, je trouve. Ça va mal depuis toujours, dirait Heidegger. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de lumière intérieure et j'aime bien cette citation. C'est un ami qui me l'avait sorti un soir important de ma vie, qui m'avait dit, écoute Pascal, c'est sûr que de l'extérieur, nous devons paraître fêlés, mais c'est par cette fêlure que passe la lumière. Donc, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Là, c'est vrai que l'aletheia et la philosophie, là, je pense, les amis, on vous a quand même ouvert un petit peu les chakras quand même, pour ceux qui ont réussi à aller jusque-là. C'est absolument passionnant. Mais si je comprends bien, j'aimerais comprendre, les philosophes disent il faut philosopher ou il faut laisser l'aletheia venir. Ils ont quelle position alors au final? Non, ce que veut dire Heidegger, mais je pense qu'il a raison là-dessus, c'est que les philosophes refusent le principe même de l'aletheia prise en son sens originaire, c'est-à-dire ils refusent l'idée que c'est à la vérité elle-même de se manifester, parce que la philosophie n'a de sens que si on entreprend quelque chose, que si nous, humains, entreprenons d'essayer de connaître la vérité. Vous parliez de l'allégorie de la caverne tout à l'heure, vous parliez du prisonnier qu'on libère. Si les auditeurs regardent le texte de l'allégorie de la caverne, très vite vous verrez qu'il y a plein de prisonniers, mais il n'y en a qu'un seul qu'on libère. Un seul. Mais qu'on choisit quelque part. Enfin, oui, c'est celui qui a le naturel philosophe. Parce que celui qui va être libéré, il faut que ça marche. Donc on va parce que ce que te dit pas le texte, il y a peut-être d'autres personnes avant qui sont approchées et qui disent non mais laissez-moi tranquille, je regarde le mur, j'ai pas envie de bouger quoi. C'est possible. En tout cas, voilà, un seul est libéré. Dit, hein, mais... et il est libéré contre son gré. Tous les verbes qui sont employés manifestent l'idée d'une contrainte. Le prisonnier est forcé à regarder ce qu'il n'a pas envie de regarder, à sortir de la caverne alors qu'il n'a pas envie d'en sortir. Donc en fait, ce que décrit Platon, c'est un processus tout simplement d'initiation, tel qu'on peut en trouver dans n'importe quelle tradition initiatique, où vous avez un maître qui vous sort de vos habitudes, de votre confort, de vos croyances, et qui vous force à regarder autre chose, à élargir votre vision et à voir ce que jamais vous n'auriez vu seul. Et puis le prisonnier sort progressivement. Il est amené à contempler le monde extérieur, le soleil, c'est de plus en plus douloureux pour lui. Puis après, d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il revient dans la caverne. Enfin, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Pour dire aux autres ce qu'il a vu. Et puis, il comprend très vite que s'il revient, on va le tuer. On va le tuer. En tout cas, s'il s'exprime trop, oui. C'est un suicide social quelque part. Voilà, en gros. Hein. Mensonge. Ça rejoint le mensonge ici par omission. Il va être obligé, s'il veut conserver sa vie intacte, de ne pas retourner dans la caverne pour éviter que les autres ne le mettent à mort. Parce que s'il revenait dans la caverne en disant « Vous savez, il y a autre chose que la caverne, il y a un monde extérieur, il y a un ciel, des lacs, des reflets, etc. » On dirait c'est un fou qui menace la cohésion de notre vie. Donc on le mettrait à mort. Donc il y a toute cette réflexion-là qui est assez amusante. Mais je ne sais plus pourquoi je m'étais embarqué là-dedans. On parlait effectivement de cette ah oui, voilà, pardon. Apparente opposition entre le philosophe et l'aletheia, quoi. Voilà. Hein, et voilà, c'est ça. Et donc finalement, l'initiation qui est accordée aux prisonniers, en fin de compte, à quoi sert-elle? À faire en sorte que le prisonnier, à la fin de l'initiation, cherche par lui-même à connaître la vérité et à l'aimer par lui-même. Donc il ne laisse pas la vérité de venir à lui. Toute l'initiation n'a de sens que si on lui apprend à faire venir la vérité à lui, et non pas à laisser la vérité tranquille. Alors voilà, donc en fait, c'est une espèce de croisée des chemins, c'est-à-dire d'attaquer un chemin et peut-être que l'aletheia va faire la moitié du chemin. C'est peut-être un 50-50 alors quelque part. Difficile à dire, ouais, voilà. Je préférais cette version en fait. Voilà, c'est peut-être ça. Heidegger vous dirait que Platon a tué le sens initial de l'aletheia. Heidegger a tué l'idée selon laquelle la vérité se montre d'elle-même. Et il l'a tué au profit de l'apprentissage de la vérité par soi. Voyez. Oui, parce que ça voudrait vouloir dire on a juste à attendre. On a juste à attendre. De toute façon, oui. elle se découvrira quand elle décidera de le faire. Donc c'est très passif comme attitude, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, vous le disiez, c'est toujours intéressant de voir à qui exactement apparaissent des phénomènes paranormaux, religieux aussi. Quand on regarde à Lourdes, Bernadette Soupirou, des phénomènes de ce type-là.
beaucoup se disent, mais pourquoi à elle? Ouais. Pourquoi à tel ou tel individu plutôt qu'à un autre? Et là, je trouve qu'Aimé Michel a vraiment raison. C'est l'aletheia au sens le plus antique du terme, c'est-à-dire pré-philosophique. Pré-philosophique. Vraiment quelque chose de profond au sujet de la réalité se montre à quelqu'un, se découvre à quelqu'un, puis repart. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement dans quel but, on ne sait pas Ouais. pourquoi à telle personne. Oui, c'est ça, c'est pourquoi, voilà, quand on entend des histoires d'abduction, des messages, quand on entend des néo-prophètes, pour certains, on se dit, mais ils ont fait tous ces kilomètres pour parler à cette personne en particulier. Ils sont peut-être pas si intelligents que ça, en fait. Ouais, c'est très étonnant. Ouais. Mais Peut-être, bon, là, je prêche contre ma paroisse, hein, parce que ça veut dire que la philosophie n'est pas très bien placée pour rendre compte des phénomènes relevant du paranormal ou des ovnis. Si ça relève vraiment ouais, de la LTIA, on est mal placé. ouais. Thibaut, il y a plein de notions encore qu'on pourrait aborder, mais là, je pense que pour aujourd'hui, on a un beau tableau. On a fait un beau tableau, je trouve, et absolument passionnant. Moi, je trouve que, enfin voilà, je pense qu'avant de parler d'ufologie, de paranormal, de ce qu'on veut, il faudrait parler de philosophie. Je pense qu'à l'école, on valorise peut-être pas assez la philosophie. C'est vrai que quand on parle aux gens, quand on dit j'adore la philosophie, la majorité des gens vont dire ah, la philosophie c'est chiant et tout, on comprend rien, alors que c'est la base de tout. Je voudrais juste finir sur cette citation d'une personne que vous connaissez obligatoirement, qui s'appelait Jacques Bergier, qui était un grand chercheur. Et il a cette citation qui est absolument savoureuse, qui dit que les ovnis sont des hallucinations collectives créées par les extraterrestres. Voilà, moi je trouve que on a quelque chose d'absolument passionnant quand il dit ça, c'est sa notion de la vérité sur les extraterrestres. Je trouve ça vraiment savoureux. Thibaut, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois. Ah, merci à vous. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. On ne peut pas l'aborder dans sa totalité, c'est beaucoup trop vaste. Thibaut, pour finir, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une actualité? Est-ce qu'il y a des livres en préparation, des émissions? Je crois que vous travaillez également avec Sigma 2 en tant que philosophe rattaché à cette cellule. On voit que Sigma 2 a été assez productif cette année avec Ah oui, un oui, colloque oui. encore qu'ils ont organisé. Comment se passe ce travail avec Sigma 2? Parce que Sigma 2, c'est un organisme très technique. Donc moi, j'ai trouvé très intéressant que vous les rejoigniez pour apporter peut-être justement ce côté philosophique, ce recul un petit peu détaché de la matérialité pure. Oui, alors Sigma 2, comme vous le dites, c'est une commission qui est très technique, Oui. qui On essaye salue vraiment Luc d'ailleurs. absolument, qui essaye d'objectiver des données pour les faire circuler au fond entre une communauté de savants. Et puis, c'est extrêmement plaisant parce que ça permet d'avoir des choses solides sur lesquelles travailler et qui viennent compléter par ailleurs ce que les témoins, si j'ose dire, du quotidien peuvent voir. Pour moi, ce sont deux aspects très complémentaires. Alors moi, mon rôle dans la commission est assez clair parce que la commission n'est pas philosophique. La commission Elle est technique. ne spécule pas, ne philosophe pas sur ce dont elle s'occupe, mais ce qu'elle me demande, c'est de faire plutôt de l'histoire des idées. Donc Ah, pas c'est super intéressant. d'interpréter à l'heure actuelle des résultats de manière philosophique, mais de rendre compte historiquement de la manière dont les idées ont évolué sur des sujets qui, qui sont proches de ceux sur lesquels on travaille dans la commission. Donc je n'ai pas de mandat pour interpréter à l'heure Mhm. actuelle les résultats, mais simplement pour mettre en perspective historique certains concepts, certaines idées. Vous voyez, tout à l'heure, nous parlions de l'espace, nous parlions du temps. Un point qui est très important, c'est que la notion d'espace est une notion incroyablement récente. C'est-à-dire le mot même d'un espace conçu comme un cadre au sein duquel se déploie le monde, c'est une notion qui n'existe pas, en gros, avant le début du XVIIe siècle. C'est une notion qui n'existe pas avant le XVIIe siècle. Et pour aller plus loin, les Grecs n'ont même pas de mot pour dire espace. Il n'y a pas de mot pour dire espace en grec. Il y a un mot pour dire lieu, il y a un mot pour dire distance, pour dire terrain, mais il n'y a pas de mot pour dire espace au sens où nous l'entendons. Vous voyez? Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de prendre conscience du fait que des choses qui nous semblent être des propriétés même des objets ou de la réalité, c'est d'abord et avant tout un concept qui a une histoire et qui apparaît à un moment donné dans l'histoire des idées. Passionnant. Enfin, voilà, c'est comme les exoplanètes. Voilà, Oui, exoplanète 1994, c'est-à-dire hier. Et là, l'espace, 17e siècle, et pratiquement hier aussi quand même. exactement. Thibaut, des publications à venir peut-être? Alors non, là j'ai publié il y a quelques mois un livre sur l'espace.
Mais pour l'instant, je travaille sur 2-3 choses, mais qui sont pas abouties pour l'instant. Donc, On va rappeler le titre du livre sur l'espace, justement, on le mettra en description, vous l'aurez en description, les amis. Hein. Alors, le livre s'appelle, j'espère que ça ne fera pas fuir les auditeurs, de l'historicité de la notion d'espace. Bon, ben voilà, je sais quoi lire. D'espace. Donc là, j'évoque en fait les moments précis auxquels on a eu besoin de créer ce concept d'espace, parce que l'ancienne notion de lieu ne suffisait plus pour traiter les problèmes qu'on rencontrait, notamment en physique. Un beau livre. Je vais me le procurer, hein, parce que voilà, en plus le sujet est intéressant. Et vraiment, les amis, je vous le dis, procurez-vous. Il est facile à trouver. Il est trouvable. Hein. Je ne dis pas que vous l'aurez à la Fnac ou à Cultura ou des choses comme ça, mais enfin, procurez-vous La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. Encore une fois, coécrit avec Paul Miro. Je vous promets un super moment d'évasion quelque part. Enfin voilà. Alors effectivement, c'est parfois compliqué dans le sens où voilà, hein, c'est pas oui va à la plage le livre, hein. Mais vraiment. Accrochez-vous, il vous allez passer des super moments. Je dis le passage sur Kant, pour moi, est absolument extraordinaire. Donc vraiment, trouvez ce livre, lisez-le, et vous verrez que vous ne verrez plus la vie, ou en tout cas plus l'ufologie, de la même façon. Thibaut, je vous laisse peut-être le mot de la fin, si vous voulez conclure cette émission qui m'a absolument passionné. J'espère qu'elle vous aura passionné aussi, spectateurs. Écoutez, peut-être par un de fin provisoire, disons. Oui, bien sûr. Moi, l'élément qui me tient le plus à cœur dans ce dont on a parlé, c'est de questionner le rapport entre la réalité comme telle et la représentation qu'on peut en avoir, c'est-à-dire en fait toute la manière dont on vit par l'esprit le rapport à la réalité. Et je pense que l'une des clés fondamentales de la plupart des phénomènes qui nous préoccupent se joue dans le fait de cesser de confondre la réalité comme telle avec la manière dont l'esprit nous amène à se la représenter. Je suis désolé, je l'ai déjà dit, hein, mais je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est central. C'est essentiel, c'est essentiel. Et par ailleurs, je pense que sur cette question-là, du rapport entre la représentation et la réalité, il ne faut pas non plus être binaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'elles sont sans lien ou que la représentation serait complètement fausse ou illusoire. Donc en fait, je pense qu'une grande partie du problème tourne autour de l'articulation entre la représentation et la réalité. Il est possible que les phénomènes paranormaux soient d'abord et avant tout un brouillage de la représentation. Un brouillage de la représentation parce que quelque chose a agi sur l'esprit et la manière dont l'esprit nous amène à nous représenter la réalité. Voilà, c'est l'une des pistes actuellement sur lesquelles je travaille. Elle me tient à cœur actuellement, peut-être que je l'aurai abandonnée dans 2 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle me paraît défendable. Alors, je trouve que c'est un mot de la fin formidable pour une émission formidable. J'ai pas peur de le dire, et puis tant pis si je froisse un petit peu les différents intervenants qu'on a eu, mais pour moi, c'est la meilleure émission de l'année. Sans aucun contexte. Thibaut, un immense merci de nous avoir consacré de votre temps, de vos connaissances. Voilà, vous pouvez retrouver aussi Thibaut sur différents sujets philosophiques, parce qu'encore une fois, vous ne traitez pas que de ce sujet-là. Voilà. Voilà, c'est un des sujets que vous traitez. Regardez cette émission sur Arte avec Untoven, qui est vraiment intéressante. Encore une fois, il y avait Jean-Louis Lagneau avec vous, qui parle des hommes en noir. Ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. On a mis nos lunettes noires. Voilà. Donc, vraiment une super émission. Thibaut, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver prochainement. Avec grand plaisir. Pour une émission, pour une table ronde ou que sais-je. Ce sera vraiment un immense plaisir. Encore une fois, un immense merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Et puis les petits lézards, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.